Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans The Big Shift, on accueille Léo Garnier, qui est entrepreneur et qui est directeur général de Rift, riftapp.com. On peut le qualifier en gros du Yuka de la finance. Tu as aussi été à la direction de Lita.co en Belgique. Lita, c'est à l'origine du projet Rift. On a beaucoup d'auditeurs en fait dans The Big Shift qui ont la trentaine et qui cherchent à investir, à placer leur argent, mais qui se posent des questions sur un secteur qui est très opaque vis-à-vis du consommateur, qui est parfois accusé de greenwashing, même d'activités destructrices. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à plusieurs questions sur la finance responsable, sur comment est-ce qu'on fait pour se créer une épargne qui soit un peu plus verte, parce qu'aujourd'hui, même nos comptes courants ont un impact, on en parlera tout à l'heure, et qui est peut-être un peu plus aussi socialement responsable. Du coup, pour commencer, Léo, je te propose de te présenter. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Donc Léo Garnier, j'ai un tout petit moment d'une trentaine d'années. Je suis effectivement le directeur général de l'application Rift. Je travaille dans le secteur de la finance responsable depuis la sortie de mon école d'ingénieur il y a 5 ans maintenant. Euh, D'abord au travers Lita.co qui, comme tu l'as mentionné, est une plateforme qui permet à des particuliers d'investir en direct dans des entreprises sociales, donc de devenir actionnaire ou prêteur d'entreprises qui essaient de résoudre une problématique sociale ou environnementale, que ce soit des associations, des entreprises classiques ou des coopératives. J'ai développé l'activité en Belgique pendant 3 ans et demi, 4 ans, avant de laisser la direction et de prendre la direction de ce nouveau projet Rift, qui est une application qui permet d'en savoir un petit peu plus sur tous les autres types de placements que ce qu'on peut proposer chez Lita, c'est-à-dire la finance plus classique. Sur une note personnelle, je suis originaire de Marseille, que j'affectionne particulièrement. Ok, super. Donc, Lita, alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est donc le type de projet on voit à peu près, qui peut investir, comment est-ce que vous sélectionnez les projets, comment ça marche? Ouais, tout à fait. Alors, je peux peut-être revenir sur l'origine de Lita, puis en plus, comme ça, j'enchaînerai aussi sur comment on a créé Rift. Lita a été créé il y a 6 ans maintenant par Eva et Julien face à la problématique que les entrepreneurs sociaux avaient du mal à trouver des financements quand ils avaient besoin d'une somme entre 50 et 500 000 euros, parce qu'en gros, en dessous de 50 000 euros, il y a des dispositifs publics qui sont faits pour, Oui. et au-dessus de 500 000 euros, il y a des fonds d'investissement qui sont capables d'investir quand les entreprises sont plus matures. Mais pour toute cette tranche de 50 à 500, soit on a des bons potes et une famille qui a de l'argent, soit c'est un petit peu la croix et la bannière. Il y a des clubs de business angels, etc., mais c'est un petit peu compliqué de se financer. Et tu disais, Il pardon? y a le crowdfunding qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années avec KissKissBankBank en France, Kickstarter aux États-Unis qui avait vraiment bien marché. Ouais, tout à fait. Alors après, KissKissBankBank, faut aller voir les plus grosses levées, mais à part Cyril Dion qui a une renommée qui lui permet d'avoir des centaines de milliers d'euros, la plupart des gens avec leur réseau et la communauté de KissKissBankBank, c'est plutôt des sommes justement jusqu'à 50 000 euros. D'accord. Donc c'est très bien pour lancer un projet. S'il y a besoin entre 1000 et 20 000 euros, en fonction de la réussite de la campagne, c'est une première étape. Par contre, quand on veut aller à quelques centaines de milliers d'euros, c'est un peu compliqué. Et on a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui sont chez Lita qui avant ont fait un crowdfunding en don. À l'autre côté du spectre, on voyait aussi, je pense, beaucoup de gens comme les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui voulaient remettre un petit peu de sens dans leur épargne, qui ont un peu d'argent de côté et qui veulent le mettre à la disposition de la transition et à leur échelle forger le monde dans lequel ils ont envie de vivre demain. Et donc, depuis 5 ans, Lita a permis à une grosse centaine d'entreprises et environ 60 000 citoyens de se rencontrer, et donc à ces citoyens d'investir à partir de 100 euros. N'importe qui peut investir, pas besoin d'être un professionnel, et à partir de 100 euros dans des entreprises de toute maturité. On est parti sur les très jeunes entreprises en lancement. Maintenant, il y a des PME qui ont 20 ans, il y a toujours des entreprises jeunes en démarrage, de toute taille, des entreprises qui ont
un ou deux salariés jusqu'à des entreprises qui ont plusieurs centaines de salariés. Et sur toutes les thématiques de l'économie sociale, ça va aller de l'insertion socio-professionnelle, par exemple, jusqu'à des projets de green tech spécialisés dans des techniques, par exemple, de récupération de chaleur fatale, en passant par du financement de logement social. Donc voilà, un scope assez large et des types de structures aussi assez différentes, parce qu'on a à la fois des entreprises classiques qui sont par exemple certifiées de l'économie sociale, mais des structures d'entreprise. Et puis on a aussi des associations, des coopératives, donc aussi des typologies d'acteurs économiques qui sont assez différents. Si je peux enchaîner avec Rift, en fait, donc moi je Alors, me suis occupé de... juste avant Ouais. ça, est-ce que du coup tu as un exemple de projet qui est passé par la plateforme Lita et du coup le type de rétribution que ça peut apporter à l'investissement? Ouais, tout à fait. Alors, par exemple, moi là, j'ai en tête deux projets. Il y en a un que la plupart des gens vont connaître, qui est Enercop, qui était en financement sur Lita.co Ouais. en fin d'année dernière, qui était éligible en part sociale, donc la rentabilité quasi nulle à part de la déduction fiscale, et aussi en titre participatif. Donc là, il y a un coupon de quelques pourcents chaque année. Puis dans les projets un petit peu moins connus, j'ai par exemple en tête Homeblock, qui est une entreprise d'insertion originaire du sud de la France, qui récupère des conteneurs maritimes pour les transformer en logements, notamment en logements d'urgence, et qui contribue comme ça à créer très rapidement des dizaines de logements pour des personnes dans le besoin. Donc c'est des solutions qui peuvent s'offrir par exemple à une ville qui a besoin assez rapidement de construire des logements qui vont être pérennes sur plusieurs années pour des personnes en difficulté. Et donc c'est aussi une entreprise qui a de l'impact par son activité elle-même, puisque en étant de l'insertion, elle aide des personnes à retourner vers la voie du travail. Et pour ce deuxième projet, si je dis pas de bêtises, c'était un prêt sur 4 ans avec un taux d'intérêt de 4%, quelque chose comme ça. Enfin, une obligation pour être Et plus précis. donc Et ouais, voilà, en fait, c'est du coup une obligation avec un coupon qu'on rend de façon annuelle et ouais, plus le principal à la fin de... à l'échéance de 4 ans, exactement, c'est ça. D'accord. Moi, de mon côté, j'attends avec impatience le projet qui s'appelle Tote, Ah oui, qui est aussi dans la marine, donc qui est un projet qui a pris un peu de retard parce qu'ils sont en pleine levée à côté. Mais ouais, du tout à coup, fait. c'est la raison pour laquelle je connais l'ITA d'ailleurs. Et donc c'est un projet de marine marchande, donc cargo, transport de marchandises à la voile. Donc enfin hybride en tout cas, avec des ailes de kitesurf géantes qui tractent les bateaux. Alors je sais pas dans quelle mesure encore c'est un projet très risqué, je me suis pas aventuré jusqu'au bout du dossier financier, mais je trouve que ce sont des initiatives qui valent vraiment la peine d'être essayées au moins. Et voilà. Et donc je me souviens plus des rétributions sur ce projet, mais il me semble d'ailleurs que c'est assez intéressant. Ouais, tout à fait. Alors, je connais pas le projet hein, dans ses détails, mais c'est une entreprise qui se lance pas seulement là-dessus, qui fait du transport responsable déjà depuis des années. Et oui, bon, c'est vrai que c'est des projets qui font un petit peu rêver. Mais voilà, on a vraiment tout type de projet. Donc là, on est plutôt sur la thématique énergétique, climatique, environnementale au sens large. Et puis on a des projets qui sont plutôt très sociaux. On avait par exemple Label Emmaüs aussi, qui est Ouais. une entreprise d'insertion également. On a des foncières comme on a eu la foncière Chenley pendant plusieurs années, qui permet, voilà, qui crée du logement social. Il y en a pour toutes les thématiques qui peuvent nous être chères. Hem, Ok, super intéressant. Glissons vers Rift du coup maintenant. Donc ça c'est la branche Lita qui permet d'investir dans des projets en direct. mmh mh. Et comment est-ce que Rift a vu le jour pour donc tu disais tout à l'heure pour tous les autres véhicules d'investissement en gros. Ouais, alors, bah, je pense que les auditeurs, se poseront la question que se sont posés nos investisseurs sur l'ITA, c'est, bah, c'est génial, Toth, j'adore. Je vais peut-être y mettre, 100 000, 10 000 € en fonction de mes moyens, mais je vais certainement pas y mettre toute mon épargne Mmh. parce que comme tu l'as dit, c'est un projet qui est relativement risqué. L'argent, on peut pas le récupérer, tout de suite. Enfin, l'ITA est pas fait pour,
l'ensemble de mon épargne. Et qu'est-ce que je peux faire avec le reste de mon épargne pour que ça soit aussi impactant? Moi, je veux pas avoir 5% de mon épargne qui finance le monde dans lequel je vis et 95% qui finance l'immobilisme qui m'empêche de vivre dans ce monde. Et donc, on a eu cette question, on a regardé ce que c'était possible pour nous de proposer des produits financiers plus classiques qui étaient aussi engagés que ceux qu'on propose sur l'ITA. C'était il y a 3 ans et demi maintenant, et en fait, la recherche de ce type de produit nous a ouvert des dizaines et des dizaines de questions, et on s'est rendu compte qu'avant d'essayer de distribuer des produits financiers plus classiques qui étaient engagés, il fallait déjà comprendre comment étaient constitués les produits financiers, quel était le niveau d'exigence des produits financiers dits verts ou durables, et pouvoir rendre ça comparable à travers toutes les banques et toutes les assurances. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la construction de Rift, pour permettre à chaque citoyen d'avoir une compréhension de l'impact de son épargne, d'avoir des informations transparentes sur ce qui compose son épargne, quels secteurs sont financés, etc., pour ensuite pouvoir faire des choix d'investissement qui permettent d'aligner son épargne avec ses valeurs. Et donc c'est un outil qui a été développé et pensé pour répondre à cette question qu'avaient nos investisseurs l'ITA, c'est le reste des produits financiers, comment je peux choisir des produits qui sont alignés avec mes valeurs. En gros, donc là, on parle de finances responsables. Donc, comment avec Rift, vous notez, en fait, vous évaluez, et vous dites, ça c'est responsable, ça l'est pas. Qu'est-ce que vous utilisez? Il y a des audits, il y a des labels. Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, la finance responsable? Alors, je vais peut-être partir des problématiques qu'on a rencontrées, puis comment on a essayé de les résoudre. La première problématique qu'on a rencontrée et qu'on continue de combattre, c'est le problème de transparence. Et je pense qu'avant même de parler de finances responsables, il faut parler de finances transparentes. Aujourd'hui, j'ai encore eu un mail hier d'un bénévole d'Oxfam qui échangeait avec son conseiller, qui demandait est-ce que mon épargne elle est vraiment engagée pour la transition climatique parce que c'est ce qui m'est le plus cher. Est-ce que je peux savoir ce que finance mon épargne? Et la conseillère lui répondait oui, oui, c'est bon, tout va bien, pas de souci à vous faire. Il nous a conseillé suite à cet échange de mail, et donc moi maintenant, après 3 ans, je sais où chercher. Et donc c'est le travail qu'on a fait sur Rift, c'est déjà d'aller chercher l'information. Donc il y a des documents d'information qui recensent les zones géographiques d'investissement, parfois la composition du portefeuille. Il y a malheureusement ces documents sont assez incomplets. Donc nous on est allé plus loin, on est allé chercher des bases de données des prestataires qui travaillent plutôt pour le monde financier pour aller plus loin dans la granularité de l'information. Et ça, c'est la première étape. Et on a toujours cette problématique-là pour tout ce qui est dans les produits garantis ou les produits bilanciels, c'est-à-dire votre compte courant, votre livret A, votre fonds euro dans votre assurance vie. C'est des produits où il y a encore très peu d'informations, et donc on est obligé de jouer d'astuces, de méthodologie, de relations avec notre communauté pour obtenir des informations sur ces produits. Ça, c'est la première étape, et je pense que pour tous les auditeurs qui cherchent à se renseigner sur le sujet, c'est la première étape d'analyse de sa propre épargne, et c'est de regarder quelle information j'ai à disposition auprès de mon conseiller. La deuxième, c'est la question de la définition de ce qu'est un produit d'investissement durable. Ouais. Et pour ça, nous, on a fait le constat que la plupart des indicateurs qu'on appelle ESG sont complètement obsolètes et sont inadéquates pour permettre à un particulier de choisir une épargne qui est alignée avec ses valeurs. Vous entendrez souvent ces termes-là, finance durable, finance ESG, finance ISR. En fait, pour nous, c'est des mots valises qui permettent de faire à peu près la même chose qu'avant, mais en se donnant bonne conscience. C'est très compliqué d'être très performant sur toutes les caractéristiques extra-financières, donc d'être très bon pour l'environnement, d'avoir des super performances en termes de répartition de la valeur, d'avoir des entreprises qui sont parfaitement alignées en termes d'égalité des genres. Et donc, quand on prend les indicateurs qui existent, on va avoir des notes, un produit financier noté 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, qui mélangent toutes ces notions-là et qui sont incompréhensibles pour le
qui sont compréhensibles pour le grand public, mais pas que, en fait, pour les conseillers, Mmh. même pour les gestionnaires de fonds. Et donc nous, on a décidé vraiment de décomposer et de partir sur des grandeurs physiques, des grandeurs compréhensibles pour donner des caractéristiques très précises sur les produits financiers. Donc on est parti d'abord sur juste des notions de compréhension de ce qui compose les produits d'investissement, donc typiquement les secteurs dans lesquels sont investis l'épargne et les secteurs dits sensibles. Et pour nous, c'est une première caractéristique de la finance durable, c'est-à-dire d'avoir moi dans mon portefeuille des secteurs qui me conviennent en termes d'investissement, par exemple, et décider d'avoir des produits d'investissement qui ne financent pas les secteurs auxquels je suis allergique et qui me semblent incompatibles avec une vie économique saine. Je donne souvent cet exemple, mais si je suis ancien fumeur, que je me suis battu pour arrêter la clope, j'ai peut-être pas envie de financer l'industrie du tabac. Et donc d'avoir l'information, est-ce que je suis exposé ou pas à cette industrie? Si je souhaite ne pas y être exposé, trouver des produits financiers qui m'assurent qu'ils ne financent pas ces secteurs-là. Parce que là, ce qu'on dit, pour essayer de résumer un peu, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, sur même l'argent qui est sur nos comptes courants, l'argent qui est sur nos livrets un peu liquides comme du livret A, etc., on a très peu d'informations sur les types d'industries qu'ils financent. Et vous, ce que vous donnez, c'est la possibilité de savoir telle banque, tel livret. En gros, il y a un risque d'être intégré à des investissements dans ce genre d'industrie, avec une Ouais, tout à fait. Alors, sorte d'indice de confiance, j'imagine, sur ce que vous dites, quoi. En fait, t'as raison, j'ai pas réexpliqué le fonctionnement, mais un utilisateur va rentrer ses produits d'épargne, dire j'ai 100 € sur un livret A dans la grande banque rouge, et j'ai un produit d'assurance vie avec 1 000 € sur tel produit qui s'appelle produit vert 2022, et Pas 100 besoin € de sur si jamais t'as envie de le dire, c'est OK. oui. Et là, et donc nous, on va dire, est-ce que dans produit vert 2022, et qu'est-ce qu'il y a comme secteur? Et dans la grande banque rouge, quels secteurs sont financés à travers Ouais. mon compte courant? Voilà, c'est ça, c'est l'analyse qu'on va faire. On va donner cette information à n'importe quel utilisateur qui, du coup, en conséquence, va pouvoir décider ou pas de changer son épargne. Et ça, c'est vraiment que des caractéristiques qui sont pas des indicateurs. C'est juste l'information qu'on devrait avoir naturellement. De la même façon, on est en train de finaliser l'analyse des zones géographiques d'investissement. Donc, c'est pas les sièges sociaux des entreprises qui sont financées, mais vraiment où va l'argent in fine, parce que par exemple, si je finance Total, au-delà de l'aspect écologique, je ne finance aussi pas l'économie française en grande majorité, parce que Total, son activité, elle se développe très largement en dehors de France, et donc si je finance Total, moi indirectement, je finance plutôt d'autres pays, ce qui peut être quelque chose que j'ai envie ou pas envie, mais en tout cas, je devrais avoir accès à cette information. Et ensuite, la deuxième couche, c'est une couche d'indicateurs. Alors là aussi, il y a un peu de tout, et c'est un monde qui est assez, qui est encore assez, enfin, qui évolue beaucoup et qui évolue encore plus il y a quelques années. Et nous, on a décidé de choisir des indicateurs environnementaux qui sont des mesures physiques que tout le monde peut comprendre. Donc, par exemple, l'empreinte carbone de mon portefeuille. Donc, savoir combien de kilos ou de tonnes de CO2 émettent les entreprises que je finance à travers mon épargne, et combien je peux m'attribuer à moi-même de ces émissions. Ça, c'est par exemple un premier indicateur. On le voit tous les jours quand on achète une machine à laver ou quand on prend un billet de train ou un billet d'avion, on voit tant de kilogrammes émis parce que par notre acte de consommation, on émet de l'empreinte carbone. De la même façon, on peut considérer que en étant financeur de certaines industries, on est un petit peu responsable du fait que ces industries émettent des gaz à effet de serre. Mmh. On a par exemple un autre indicateur que je peux donner qui va sortir là, j'étais dans les réunions de finalisation de la communication ce matin, qui est un indicateur sur la biodiversité, où on va mesurer les équivalents en mètres carrés d'habitats naturels qui sont détruits et qui continuent à être détruits année après année à cause de mon épargne. Donc par exemple, si j'investis je sais pas c'est quoi l'entreprise qui a la marque Nutella, mais si j'investis dans une entreprise agroalimentaire, indirectement, je contribue à raser des hectares et des hectares d'habitats naturels. Donc savoir aussi, à travers mon épargne, quelle est mon empreinte sur la biodiversité. Et pour nous, du coup, qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir une position, de définir comme ça en une phrase qui est la finance durable. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire
c'est d'abord, pour un citoyen de comprendre les valeurs qui lui sont clés, et de trouver des produits financiers qui respectent ces valeurs. Pour moi, c'est ça la première définition. Le but de Rift, c'est que chacun puisse trouver des produits financiers qui lui correspondent. Et on a aujourd'hui, dans le monde économique, pas vraiment de consensus sur ce qui est le plus pertinent en termes de finances durables. Je vais peut-être donner juste un exemple pour que ça soit compréhensible par tout le monde. On a par exemple deux grandes façons de faire de la finance durable. Une première qui est de l'exclusion. Donc c'est dire je vais exclure certains secteurs ou certaines entreprises parce que elles ne sont pas responsables. Et on a une deuxième pratique qui est de l'engagement actionnarial, qui est de dire bah, je vais au contraire investir dans ces entreprises, mais pour essayer de les changer de l'intérieur. Donc aller déposer des motions aux assemblées générales, aller embêter le conseil d'administration pour que ces entreprises bah, revoient leur stratégie. Et soit par exemple compatible avec la transition énergétique et climatique. Et ça se fait beaucoup ça aujourd'hui ou pas trop? Alors l'engagement actionnarial, ouais. assez. Alors la première façon se fait beaucoup, et je reviendrai juste après. La deuxième, l'engagement actionnarial, un petit peu moins. En fait, et souvent c'est pas au niveau d'un produit financier, c'est plutôt la politique globale d'un acteur. Donc, et c'est aussi nous quelque chose qu'on défend, d'essayer d'avoir plus de produits financiers comme ça, pour que bah, des gens qui pensent que bah, en fait Total doit exister parce que c'est compliqué de vivre sans énergéticien, aient la possibilité de trouver des produits financiers qui effectivement bah, vont avoir des actions de Total, mais qui en revanche vont pas être passifs et laisser Total avancer sans rien faire, et plutôt essayer bah, de défendre des motions climatiques pour que bah, Total aille rapidement vers des énergies qui sont plus vertes. C'est super intéressant et c'est pas quelque chose qu'on a facilement en tête. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de la cancel culture où quand il y a un truc qui nous plaît pas, on a tendance à le boycotter. Et ça va un peu à rebours de ça et je trouve ça vraiment malin en fait. Ouais, bah, et c'est en fait, c'est aussi objectivement, c'est aussi une réponse pour avoir des produits financiers qui sont qui restent des produits financiers classiques, parce que si on exclut vraiment toutes les entreprises qui sont incompatibles avec la transition climatique aujourd'hui, il nous reste plus grand chose dans lequel on peut investir, en tout cas dans les grandes cotations mondiales. Donc c'est aussi une façon de construire des produits financiers qui vont dans le bon sens, mais qui restent avec des caractéristiques classiques qui sont pas ultra risquées. Voilà. Et quand tu dis ouais, c'est ça, c'est qu'il y a pas trop de risques et qu'il y a un bon rendement, c'est ça? Bah, qui sont dans les normes, donc en fait, pas trop de risques, c'est pas trop de risques, un bon rendement, ça c'est le monde parfait. Dans les faits, souvent, c'est soit pas trop de risques et du coup pas trop de rendement, mais c'est pas trop risqué, soit plus de risques et donc plus de rendement. Et en fait, dans les produits financiers dits verts ou durables, et cetera, assez régulièrement, c'est plutôt des produits très risqués, parce que, bah, on réduit le nombre d'entreprises dans lesquelles on peut investir, et donc on exclut aussi les entreprises qui sont les plus globales, parce que souvent les entreprises globales, elles ont des parties de leur activité qui sont l'économie globale, donc qui sont pas top quoi en gros. Et donc on se retrouve avec des produits financiers qui sont plus risqués, donc potentiellement avec plus de rendement aussi, mais qui sont plus risqués. Et ça, bah, ça correspond pas à tout le monde. Pour la plupart des gens, ils sont pas prêts à mettre tout leur argent non plus là-dedans. Voilà. Et il y a aussi une réalité, c'est que la première façon de faire, à l'échelle individuelle, c'est assez intéressant parce que je me dis: «Bah, voilà, je finance plus le tabac, je suis content». En revanche, à l'échelle collective, l'impact que ça a est, est pas si démontré que ça. Parce qu'en fait, il y a quand même d'autres acteurs financiers qui, quand moi j'ai vendu mon action Philip Morris, bah, sont prêts à la racheter. Et puis il y a des fonds qui ont vraiment, heu enfin pour lequel l'argent n'a pas d'odeur, donc ils vont même se spécialiser dans des niches qui sont exclues par les acteurs financiers, parce que c'est là où il y a des rendements cachés entre guillemets. Donc par exemple, tout ce qui est le financement des industries pour adultes est assez largement boycotté par pas mal de sphères financières, et du coup, bah, il y a des acteurs financiers qui vont se spécialiser là-dedans et prendre la place. Et donc l'impact marginal que j'ai moi est quand même assez faible. En fait, c'est plutôt c'est bon, et moi, c'est la même chose avec l'engagement actionnarial, tu me diras, c'est à peu près la même chose, mais en fait, c'est plutôt des mouvements incrémentaux. Par exemple, bah, il va rien se passer
si moi j'exclus le charbon, même si une banque exclut le charbon. Par contre, quand toutes les grandes banques françaises se sont engagées aujourd'hui à exclure le charbon à horizon 2040, et en fait, il y en a un certain nombre qui s'engagent à 2030, et ça va devenir de plus en plus la norme d'exclure le charbon à horizon 2030, bah, le secteur du charbon va avoir un peu plus de mal à se financer en France. Et donc là, il y a un impact. Et c'est comme ça par couche où il se passe rien, il y a d'autres gens qui prennent la place jusqu'à ce que le mouvement soit assez grand pour vraiment avoir un impact. Voilà, et c'est la même chose pour l'engagement actionnarial. On va aller embêter une entreprise pour qu'elle intègre des résolutions climatiques, et puis bon, ça va être voté contre une année, voté contre 2 années, donc il se passe rien. Puis la troisième année, c'est voté pour, et là, il y a un impact qui est très significatif. Sur Rift, la mesure de l'impact, elle est uniquement en kilos de GES. Elle n'est pas sur d'autres, indicateurs. Il y a également l'alignement avec le scénario 2 degrés, sur lequel on est en train de refondre toutes les notations. Mais en gros, ça va donner des scores A, B, C, D, E, qui dit est-ce que c'est complètement aligné avec les scénarios de la COP 21, ou partiellement désaligné ou très désaligné. On a une note un peu plus globale qui s'appelle la NEC, qui est un impact, en gros, qui est une note de -100 à 100, qui va mesurer la part des actifs qui sont plutôt verts ou plutôt bruns. Donc des actifs qui sont bons ou mauvais pour l'environnement. Et là, donc ce que je te disais, la semaine prochaine, dans la nouvelle version de l'app, il y aura l'impact sur la biodiversité, donc des équivalents en mètres carrés de quel est l'impact déjà généré par mon épargne. Donc typiquement, si j'ai financé un supermarché, bah, il a bien fallu couler une dalle de béton, faire un parking. Donc ça, c'est l'impact déjà financé par mon épargne. Et ensuite, il y a aussi l'impact qui est généré année après année. Donc bah, si j'ai financé un supermarché, le supermarché, il vend des pommes et de la pâte à tartiner, et donc bah, pour faire pousser ces pommes et cette pâte à tartiner chaque année, et bah, je continue à détruire des mètres carrés de biodiversité. Et donc on a cet indicateur vraiment spécifique biodiversité qui sort. En revanche, on n'a pas du tout d'indicateurs sociaux aujourd'hui, et c'est le chantier de quelqu'un qui vient d'arriver, de se lancer là-dessus, parce que, enfin, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est moins consensuel quand même que les indicateurs environnementaux. En gros, les empreintes carbone, l'alignement avec un scénario de degrés, et l'indicateur biodiversité, quelque chose qui est pas encore commun, mais qui le sera d'ici 1 ou 2 ans. C'est quand même des indicateurs qui sont maintenant à peu près communément acceptés. En revanche, sur la partie sociale, c'est assez large encore les types d'indicateurs qu'on peut proposer, et donc il faut qu'on arrive à trouver ce qui est le plus pertinent pour un épargnant. Ok. Pour donner des ordres de grandeur là aux auditeurs, aujourd'hui, si tu as 1 000 € sur ton compte courant dans une banque française moyenne, ça correspond à quoi en équivalent émission de GES, en gros? 500 kilos une demi-tonne, à peu près. Une demi-tonne pour 1 000 € pour 1 000 € d'épargne. Ouais. En gros, 5 000 €, ça te fait l'équivalent d'un vol long courrier en aller-retour pour un. Donc un Paris-New York, quoi. Ouais, un Paris-New York, à peu près. Donc c'est quand même très, enfin alors je l'ai moins sur la biodiversité parce que j'ai moins l'habitude d'en parler, mais grosso modo c'est c'est une centaine de mètres carrés pour les mêmes ordres de grandeur d'épargne. Donc on est quand même sur des impacts qui sont significatifs. Ouais. Et ce qui est encore plus important que l'impact, parce que sinon, si tous les produits financiers avaient le même impact, on pourrait rien faire à part claquer sur son argent. On peut diviser par plus que 100 son impact si on part vers un produit financier qui est très performant. Donc on n'est pas sur des échelles où on va réduire de 20% ou 30% ses émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment, on peut radicalement les diminuer par un facteur 10 assez facilement, et même jusqu'à 100 pour les produits les plus performants. Est-ce que donc ces équivalents GES des euros qui sont sur nos comptes bancaires sont inclus dans notre donc dans les fameuses 10 ou 12 tonnes par Français par an? Ouais, bah, tu fais bien de me poser parce qu'effectivement, c'est une question où il y a beaucoup de communication un peu hasardeuse qui est fait par les acteurs. En fait, on compte 2 fois en faisant ça. Donc en gros, classiquement, les
tonnes de CO2, ils sont attribués aux consommateurs en disant bah c'est la faute du consommateur, il avait qu'à pas manger un pot de pâte à tartiner donc ou prendre l'avion et donc c'est lui à qui on attribue les gaz à effet de serre. Nous le choix qu'on a fait chez Rift, mais qui est aussi le choix qui est fait par beaucoup d'industries financières, c'est de dire bah en fait c'est pas le consommateur qui est responsable, c'est l'actionnaire ou le financeur. Et donc on compte 2 fois. Donc on aurait pu choisir de dire que, bah, la consommation, c'est 2 fois plus important que l'actionnariat et cetera. On n'a pas voulu compliquer les choses. L'idée, c'est plutôt de donner, un ordre de grandeur et moi, je suis intimement persuadé que cette méthodologie, elle est plus pertinente que la méthodologie, liée à la consommation, parce qu'en tant que consommateur, on a assez peu le pouvoir de faire changer, l'offre qui est disponible. Quand je vais au supermarché dans le coin, du coin, bah, j'ai pas, tous les produits que je voudrais avoir, et j'ai plus de poids en tant qu'actionnaire pour orienter une transition. Hem Et on le voit, moi je pense que le scandale qu'il y a eu pour Total là, il y a quelques semaines où on montrait que la direction de Total était au courant depuis les années 70 qu'il y avait potentiellement un effet, négatif sur le changement climatique. Il est assez, illustratif du fait que, bah, le on peut pas en vouloir à grand monde de pas s'être, alerté de façon heu, plus pressante dans les années 90, dans les années 2000, parce que, bah, il y avait toute une bulle de désinformation qui était construite. Par contre, au contraire, bah, les dirigeants, les actionnaires, les financeurs de ces industries, bah, ils ont une part de responsabilité dans le fait de ne pas avoir, pris cette information plus au sérieux, et orienté une gouvernance, responsable, dès ces années-là. Un des freins aussi, je pense, à l'investissement en développement durable, bon, il y a ce qu'on disait, c'est que, bah, c'est pas les premiers produits qu'on te propose. Deuxièmement, c'est qu'il faut quand même creuser et passer le temps qu'il faut, je pense notamment à l'ITA, pour le faire soi-même, en gros. Hem Mmh. et dans ces cas-là, en plus, la plupart du temps, le retour sur investissement qu'on obtient, c'est ou de la défiscalisation ou éventuellement 4-5 pour des investissements qui sont relativement risqués. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même pas capables pas en tout cas aujourd'hui capables de faire le pas là-dessus. Alors 2 questions du coup, comment est-ce qu'on fait, quand on veut un peu de dynamisme, dans son investissement et qu'on souhaite quand même avoir quelque chose de responsable? Et du coup, bah, la deuxième question c'est, est-ce qu'en fait c'est juste pas contre les principes de l'écologie un peu radicale en disant, à la racine, de vouloir à tout prix avoir un investissement, dynamique, qui apporte une vraie croissance, quoi? Alors pour la première question, je pense que ce qui est compliqué, c'est plus de trouver un produit qui est pas risqué et qui est très responsable. D'avoir du rendement en ayant un produit responsable, c'est pas le plus compliqué, je pense. Il y a de toutes les des très risqués, ce qu'on va pouvoir trouver, chez l'ITA, jusqu'à du, moyennement risqué, des fonds qui sont spécialisés, low carbone, Mmh. les fonds changement climatique, enfin voilà, il y en a dans quand même un certain nombre de boutiques qui offrent des performances qui sont à mon avis du même ordre de grandeur que ce qu'on peut trouver, sur des produits financiers classiques. Heu on a même, un certain nombre d'études qui tendent à prouver que, la prise en compte de critères extra-financiers, à moyen terme, permet de la surperformance par rapport au même produit, sur lequel il y a aucun filtre extra-financier. Donc je pense honnêtement ça c'est pas trop un problème. En revanche, des produits qui sont peu risqués, ça on en a assez peu. On a les livrets, que tu as mentionnés, dans les banques, de l'économie sociale, donc typiquement la NEF, Mmh. le Crédit Coopératif, et cetera. Hem, qui eux sont performants et pas risqués, mais bon, ils sont disponibles que dans ces établissements. Il faut pouvoir, y déplacer son épargne et ils sont pas, spécialisés. C'est du financement de l'économie sociale au sens large, mais si moi je veux vraiment une thématique, par exemple environnementale, c'est pas forcément, spécialisé. J'ai vu aussi que là, récemment, qu'il y avait dans un certain nombre de banques, coopératives régionales aussi, de plus en plus de livrets transition énergétique et cetera qui s'ouvrent. Donc ils peuvent être aussi des solutions quand
pour des produits financiers pas trop risqués, bien faire attention à demander de la documentation, les reporting extra-financiers, pour pas que ça soit juste un joli mot, mais que ça soit vraiment accompagné des faits. Voilà. Par contre, et oui, le gros sujet nous qu'on avait mis en avant il y a quelques mois, c'est le sujet du livret développement durable et solidaire qui devrait répondre à cette question. C'est-à-dire que c'est un produit régulé par l'État, pas risqué, qui a pas de rendement, enfin quasiment pas de rendement, et qui devrait à minima être un produit qui est vraiment performant sur la thématique de la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, Et en fait, c'est 20%, c'est ça, de 30%, 30% de ces composants qui ouais, sont c'est ça. alloués à... 17% de logement social en moyenne et 13% de financement vert. Et puis là, pour une fois, je vais pas taper sur les banques parce que c'est bon. Il y en a quelques-unes qui respectent même pas les minimums légaux. Donc ça, c'est un problème. Et j'espère qu'on a contribué à mettre ça en avant et qu'ils se remettront dans le rang. Mais la grosse problématique, c'est surtout que la régulation, c'est la régulation de ce produit financier qui en gros impose 80% dans des PME et impose assez peu de réglementation à la Caisse des dépôts. Donc bon, 80% dans les PME, elles enfin c'est des PME de l'économie classique quoi. Ça peut très bien être ce produit-là pourrait être une solution, mais il n'est pas aujourd'hui. C'est une vraie problématique. Et ensuite sur la question du rendement, euh, on constate quand même que aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui sont prêts à mettre leur argent de côté et avoir aucun rendement. Donc, il faut aussi vivre avec cette réalité-là. Et qu'il y a une petite partie des financements qui sont de la quasi-philanthropie, et sur lequel il y a un rendement nul, voire même quasi négatif. Et donc ça va pouvoir constituer une petite partie de l'épargne. Mais bon, la plupart des gens, pour la majorité de leur épargne, ils veulent à minima un petit peu de rendement. Pas forcément des sommes démentielles, mais un petit peu de rendement. Et donc, il faut trouver des façons de construire des produits financiers qui offrent ce rendement-là. Nous, chez Rift, on essaie de pas trop d'être idéologue ou de dire bah, il faut faire ça ou faire ça. On essaie plutôt de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à de l'information et choisir des produits financiers qui leur correspondent. C'est pour ça que je parlais par exemple tout à l'heure d'investissement en France, parce qu'en fait, les thématiques sociales, environnementales, enfin moi c'est ce qui m'a conduit dans cette direction et ce qui me pousse à développer cette application, mais je veux pas qu'elle soit uniquement utilisable par des gens qui ont les mêmes convictions que moi. Pour moi, quelqu'un qui veut juste investir en France parce que c'est son cheval de bataille, il veut que son épargne elle finance l'industrie française, bah, je veux qu'il soit capable de le faire aussi, parce que c'est ce combat-là qu'on essaye de mener parce qu'on pense aussi que par cette transparence, on ira vers une finance qui est plus décente et qui est plus humaine aussi, et qu'il ne faut pas que ça se restreigne au petit monde des jeunes de moins de 30 ans, CSP+, qui votent à gauche ou vert et qui ont des idées de changement vers une société plus durable. Il faut que ça puisse concerner tout le monde parce que l'épargne, elle est largement distribuée à travers toute la société française. Parlons-en du coup juste rapidement, peut-être en conclusion. Où est-ce que, par rapport au moment où vous avez lancé Lita, au moment où vous avez lancé Rift, où est-ce qu'on en est au niveau un peu plus macroéconomique? Tu disais tout à l'heure que tous les labels, donc CSR, ESG, qui veut dire du coup environnement, social et gouvernance, donc c'est-à-dire en gros la gestion des intérêts croisés entre les actionnaires et les dirigeants des sociétés. Tout ça, tu dis que c'était un peu du bullshit dans une majorité des cas. Est-ce qu'on a quand même des vrais axes d'amélioration? Est-ce qu'on voit de la part d'ailleurs plutôt des gros acteurs, est-ce qu'on voit des plans qui vont au-delà de la com sur ces sujets? Ouais, alors déjà il y a quand même un large panel réglementaire qui est en train de se mettre en place et qui sera vraiment appliqué, je pense, vu le retard que ça prend entre mi-2023 et début 2024, qui obligera tous les acteurs financiers à parler le même langage. C'est-à-dire quand ils disent qu'un actif est vert, ça sera vert selon un référentiel qui est commun.
à apporter du conseil extra-financier auprès de leurs clients, c'est-à-dire qu'ils devront aussi, si un client dit que c'est important pour lui l'environnement, devoir apporter euh, des produits financiers qui sont alignés avec les valeurs du client. De quel Donc tout ce horizon ça? corpus, ça aurait dû être cette année, mais il y a eu là juste hier, par exemple, le nucléaire et le gaz qui, sous certaines conditions, rentreront maintenant dans les investissements verts. Et donc il y a des ping-pong, un aller-retour qui fait que la partie conseil, on va commencer à l'avoir fin d'année, et la partie qu'on parle tous le même langage, qui s'appelle la taxonomie, ça on l'aura plutôt, je pense, mi-2023. Début 2024, en fonction du retard que ça prend encore, quoi. Même si ça aurait dû être pour la fin d'année, théoriquement c'est pour la fin d'année, mais je pense que ça va prendre quand même un peu de retard. C'est sur des niveaux quoi, européens? Ouais, c'est au niveau européen, exactement. D'accord. Donc ça va quand même mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. En fait, je pense que ça va activer ce que des personnes à l'intérieur de ces grandes banques et assurances poussent depuis 10 ans. Moi, j'échange avec eux du coup depuis un peu plus d'1 an, et je vois qu'il y a plein de gens qui ont des super idées et qui ont des plans d'action pour proposer des gammes financières qui sont plus responsables, surtout apporter plus de transparence, des alternatives aux clients, mais que bon, c'est des grandes entités et c'est pas toujours les sujets qui sont mis en avant. Néanmoins, je suis quand même surpris du nombre de produits financiers qui sont vraiment performants aujourd'hui et qui sont disponibles dans la grande majorité des grandes banques françaises. Je dis pas toutes parce qu'il y en a peut-être une que j'ai pas en tête et qui a pas de ces produits-là, mais la grande majorité sur la partie environnementale à minima, ils ont certains produits qui sont très performants. En revanche, là où il y a toujours pour moi un énorme problème, c'est la question de la transparence, de la communication, de la confiance qu'on peut faire aux épargnants. Et j'ai le sentiment que dans le milieu financier, on continue à considérer les épargnants comme des enfants qui sont pas capables de prendre des décisions tout seuls, ou de comprendre que tout n'est pas parfait. Et donc on va continuer à leur mentir à moitié ou à être très peu transparent. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que moi, je pense que n'importe quel épargnant peut comprendre qu'une grande banque qui a vécu toute sa vie sur l'économie qui est la nôtre aujourd'hui, la plupart de ses produits financiers et son bilan sont pas très performants d'un point de vue environnemental. Mmh. Comme si je demande à mon père ou à ma mère de faire son bilan carbone sur toute sa vie, je suis sûr que ça sera pas très glorieux. Mais qu'en revanche, ils peuvent décider de mettre en place une transition, la mesurer et expliquer à leurs clients, et de demander aussi le support de leurs clients pour aller dans cette direction-là. Donc je pense que ça, par contre, c'est vraiment un point de blocage et que ça fera la différence entre les acteurs financiers qui vont très vite dans la transition parce qu'ils feront beaucoup de pédagogie, beaucoup de transparence, et donc ils pourront concentrer toute leur énergie à aller plus vite dans le développement de nouveaux produits financiers. Je vais appeler verts, j'aime pas des produits financiers en tout cas qui sont plus adaptés à la société dans laquelle on a envie de vivre, et puis des acteurs qui passeront beaucoup d'énergie à faire de la communication et à enfuir sous le tapis les problématiques liées au passé. Ok. Écoute, merci beaucoup Léo. Passé un très bon moment, j'ai appris pas mal de choses. J'en mettrai une grande partie dans la description pour que les auditeurs puissent s'y référer. On mettra aussi l'appli Rift dans la description pour que vous puissiez aller la télécharger. C'était un très bon moment passé avec toi, merci beaucoup. De rien, merci pour l'invitation. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.